Merci. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord dire à quel point je suis heureuse de participer à ce colloque de l'Institut Covid-19 Ad Memoriam, et je remercie Sophie-Hélène Trigeaud de m'y avoir invitée. Je vais parler aujourd'hui de mémoire de pandémie. Il va être question du sida et du Covid, bien sûr. Je vais vous proposer en fait une sorte de déambulation illustrée avec beaucoup d'images, donc je vais passer assez vite. Et je vais vous proposer de faire ce parcours aux États-Unis, puisque c'est ma spécialité, je suis américaniste. Alors, je reviens au début. On avait fait des essais, excusez-moi. Voilà. Loin de se limiter à la sphère domestique, l'histoire textile a souvent été associée à une résistance politique et sociale. Qualifiée de subversive par Rosiska Parker en 1984, l'aiguille y est présentée comme une arme de rébellion contre la domination masculine. Philomèle déjà tissait une toile révélant son calvaire, le viol par son beau-frère qui lui avait coupé la langue pour qu'elle ne puisse pas témoigner. Et par la suite, certaines femmes, durant la Seconde Guerre mondiale, se servaient de pièces textiles pour envoyer des messages codés. Et pendant la dictature chilienne, 73-88, la tradition des arpilleras s'est transformée en une technique spontanée de désobéissance civile. Aux États-Unis, la résistance s'est souvent exprimée à travers le patchwork, notamment au XIXe siècle, par le biais de ce qu'on appelait les protest quilts. Les quilts, c'est comme ça qu'on appelle les patchwork aux États-Unis, a quilt. The protest quilts, qui étaient au service des plus grandes causes de l'histoire nationale, telles que la lutte contre l'alcoolisme, l'abolition de l'esclavage ou le droit de vote. La question de santé publique a souvent été associée au patchwork à différents titres. Ainsi, The Names Quilt, projet majeur datant de 1987, réactualisait la tradition du mourning quilt, quilt de deuil, confectionné souvent avec les vêtements du défunt. Ce gigantesque quilt of quilts, patchwork de patchwork, conçu en hommage aux personnes décédées du sida, fut d'abord exposé à Washington en 1987 pour alerter les pouvoirs publics, Reagan à l'époque, sur la gravité de l'épidémie, avant de faire le tour des États-Unis, puis d'être montré à l'étranger. Le parcours que je vous propose aujourd'hui interrogera les traitements matériels de la crise sanitaire, illustrés par quelques cas, à la croisée de la culture matérielle dont elle relève et immatérielle qui la prolonge. L'usage de masques en tissu à des fins sanitaires n'est pas un phénomène nouveau. On en trouve de nombreuses traces lors de différentes occasions épidémiques, comme la grippe espagnole, par exemple, en 1917-19. Au début de la pandémie de Covid, les personnes qui faisaient du patchwork se sont mobilisées immédiatement pour produire des masques à titre bénévole. Initiative, vous en voyez quelques exemples, qui s'inscrit dans une histoire du textile marquée par des ouvrages collectifs de la Croix-Rouge aux États-Unis. Alors, ces ouvrages étaient des ouvrages vendus aux enchères, ce qui permettait en fait de financer l'œuvre de charité. Lors du Covid-19, la Croix-Rouge s'est immédiatement mobilisée pour fabriquer des masques, puis en assurer la vente en ligne, dont certains portaient le sigle de l'association. Je rappelle qu'en fait, il y a une tradition américaine d'associer patchwork et santé publique qui date même de la guerre de sécession et probablement avant. Ce qui explique cette image qui a été publiée dans le New York Times. Il s'agissait d'un modèle pour fabriquer un masque sanitaire en plusieurs étapes. Alors, cette tradition renoue avec la pratique du patchwork telle qu'elle se pratiquait au XIXe siècle, au XXe également, mais à l'époque, dans un esprit puritain, les femmes faisaient en fait du neuf avec du vieux, avec des chutes qu'elles gardaient dans des
dans des scrap bags, on appelait ça comme ça, qu'elle mettait au service d'un ouvrage commun lors de ce qu'on appelait les quilting parties, hein, c'est-à-dire une sorte de session commune pour faire un quilt. Il y a une iconographie importante de cette pratique dans le domaine pictural qui perdure dans le domaine photographique et notamment pendant la dépression. Lors des reportages de la FSA, Federal Security Administration, ces photographies visaient à mettre en valeur cet art du recyclage pendant la crise. En voici quelques exemples. L'histoire américaine se conjugue volontiers avec la petite histoire, démocratie oblige. C'est-à-dire que tout citoyen américain peut être l'acteur et le témoin de la crise, et honneur est fait, j'en arrive à un exemple américain, aux personnes qui s'engagent sur le terrain. Et je vais vous citer, il y a beaucoup de cas, celui-ci, Linda Anderson, qui avait confectionné 2020 masques en 2020, et elle a été nommée Rosie the Mask Maker, bien sûr, à l'instar de, c'est un hommage, à l'instar de Rosie the Riveter, qui s'était mobilisée pendant la Seconde Guerre mondiale pour travailler à l'usine. Les crimes de haine à l'encontre des Américains d'origine asiatique ont connu une forte augmentation dès le début de l'épidémie, malgré sa condamnation par le président Biden dès sa prise de fonction, ce qui a donné lieu à des masques portant le slogan que vous voyez, « Stop Asian Hate » ou bien « I'm not a virus ». Donc, vous voyez que le masque peut devenir un étendard politique. Oui, je voulais aussi signaler un cas, relayé, j'ai trouvé cet exemple sur Facebook, de personnes qui se mobilisaient pour les sans-abri, pour faire des personnes qui prolongeaient la chaîne de solidarité textile en confectionnant, comme c'est le cas de Camille Rowe dans le Nevada, des masques pour les personnes sans domicile. Alors, lorsque la crise était passée, ou lorsque Linda Anderson avait considéré qu'elle avait fait suffisamment de masques, elle a fait un quilt mémoriel avec les chutes de tissu récupérées des masques et une poche avec la documentation pour laisser des traces justement de cette pandémie. Alors, ce n'est pas si original que ça correspond à la tradition américaine, c'est-à-dire que pendant l'esclavage, il y avait souvent des femmes qui mettaient des messages abolitionnistes dans des pièces de linge. Et je trouve que ce geste témoigne de la confiance des femmes dans la postérité de leurs travaux. On ne jette pas un quilt, on le transmet. Et donc, c'est une aubaine pour les historiens. J'en arrive à la figuration de la pandémie aux États-Unis. Alors, je voudrais faire la différence ici entre ce qu'on appelle le quilt, the pieced quilt, le travail de pièces, et puis l'appliqué. Alors, bon, je pense que ça, it speaks for itself. C'est-à-dire que, en fait, lorsqu'il y a, ça c'est un log cabin, cabane de rondins, c'est-à-dire un modèle répertorié, ce qu'on appelle un pattern. Et lorsqu'il y a un événement inédit, il n'y a pas de pattern sous la main, et donc il faut les inventer. Et donc c'est pour ça que l'appliqué est préconisé. Alors je voudrais faire une petite, vous donner un petit peu une image de l'humour dont ont témoigné certaines personnes qui faisaient des quilts. Alors, vous voyez, le produit de première nécessité dont on a beaucoup parlé pendant la pandémie, le rouleau de papier toilette. Et en anglais, matelassé, ça se dit quilted. Donc, il y avait évidemment un jeu de mots entre quilted roll et the quilt. On a vu beaucoup de ces images sur Instagram notamment. Alors, j'en viens maintenant à des travaux de broderie qui ont aussi été très florissants pendant la pandémie. Alors, le classique modèle du sampler, c'est ce qu'on appelle, donc le sampler, c'est la broderie au point de croix, avec le slogan Home Sweet Home, le plus simple, qui donne une sorte d'adéquation à la simplicité puritaine des débuts de la période coloniale, qui a été bien sûr transformé, Keep calm and stay home. Mais il y a eu quand même
d'autres ouvrages de dames un peu moins sages pendant la période. Let's Stay Home, OK. Mais il y a aussi Fuck COVID. Home is where COVID-19 isn't, so stay the fuck home. Bon, on peut décliner à l'infini, c'était assez presque devenu classique de broder de cette façon-là. Vous voyez celui-ci, par exemple, Destroy the patriarchy, not the planet, bon, d'autres slogans, or Screaming internally, donc on est loin de Home Sweet Home. J'en cite un dernier, Wear a fucking mask and wash your fucking hands. Bon, c'est pas de la broderie classique. Voilà. En anglais, on dit not your grandmother's sampler. Voilà. Donc, les réseaux sociaux ont diffusé l'expérience du confinement à travers ce genre de travaux d'aiguille. Oui, en passant, je voudrais dire que le ton de ces messages est à mettre en rapport avec les vagues d'artistes militantes qui ont choisi ce médium, longtemps considéré comme un passe-temps féminin désuet, pour devenir le support de revendications féministes. Je vous montre par exemple les collections de proverbes d'Annette Messager en France. Alors, elle avait dénoncé la misogynie de son époque en brodant des mouchoirs pour questionner l'identité des genres. Par exemple, il y a un message qui dit « La femme a les jupes longues et l'esprit court », etc. Bon, c'est juste pour vous rappeler que ça s'est déjà fait. Et ça s'est fait notamment aux États-Unis. Je vais juste le citer en passant. Women's House à Los Angeles, c'est un programme d'art féministe au sein d'une installation collective, Women's House, qui était le lieu de revalorisation de pratiques artisanales féminines telles que la broderie ou le patchwork. Là encore, pour comprendre ce qui se fait pendant la pandémie du Covid, il faut revenir un petit peu en arrière et citer ce qui se passe aux États-Unis régulièrement autour du patchwork. Là, vous voyez un exemple de l'exposition universelle. Il y a eu un concours de patchwork et donc les femmes utilisaient le patchwork pour prendre la parole dans le domaine public. J'en arrive maintenant au COVID Quilts. Alors, vous voyez ici un gigantesque masque qui a été en fait une œuvre collaborative du musée de Wisconsin Museum of Quilts. Alors, l'idée était en fait de faire participer les citoyens américains et de les inviter à s'exprimer sur leur expérience du confinement. Donc, vous voyez ici des blocs qui ont été… Des blocs, ce sont les carrés, qui ont été assemblés par une personne. Le musée a dit qu'ils avaient été totalement submergés par le nombre de contributions. Ils en attendaient une cinquantaine, ils en ont reçu plus de 500. Et, chose nouvelle, ils ont reçu, bien sûr, des contributions américaines du Wisconsin, mais aussi du monde entier. Et donc, paradoxalement, finalement, le confinement a été une ouverture des frontières. C'est ce que soulignent beaucoup les femmes qui ont l'habitude de travailler dans la petite quilting party de leur communauté, mais qui finalement ont été en contact avec le monde entier. Je montre qu'il y a aussi ici, avec Significant Themes, le même phénomène en Angleterre, avec cette même remarque de l'ouverture et du changement d'échelle de la pratique. Alors, je voudrais montrer aussi que finalement, cette période a été l'occasion d'une expression militante, d'une expression engagée. Pendant la pandémie, il y a eu aussi des événements racistes, comme la mort de George Floyd, qui est rappelé ici. Et donc, en fait, les femmes qui faisaient du patchwork, qui faisaient de la broderie, ont voulu aussi dire que pendant la pandémie, il y avait aussi des événements politiques qui méritaient d'être rappelés. Vous vous souvenez peut-être des derniers mots de George Floyd, qui étaient
I can't breathe. Et donc, conformément à une tradition américaine d'inscrire des mots sur la toile, sur le tissu, ces mots ont été retranscrits. Là, en fait, ils sont brodés, enfin, ils sont cousus, plus exactement, sur la toile. Donc, finalement, le patchwork en temps de pandémie devient assez bavard, si on peut dire. Il y a des mots. Là, vous avez la technique du transfert d'un article de journal et puis souvent les noms des personnes décédées. Je vais passer là-dessus pour juste peut-être vous signaler un ouvrage qui a été que je vous ai présenté, qui s'appelait The Quarantine Quilts. Donc, en fait, c'est un livre qui rassemble une cinquantaine de quilts faits pendant la pandémie. Et en exergue, cette citation de Toni Morrison, « There is a loneliness that can be rocked ». Bon, c'est quand même cette idée aussi de la plus-value puritaine américaine. On peut toujours transformer l'expérience en quelque chose. Alors, je vous montre cette photo du gouverneur Cuomo en avril 2020, qui a voulu, dans la mairie de New York, faire un tableau. Ça, c'est la carte des États-Unis, d'une certaine façon, avec tous ces États. Donc, il avait reçu beaucoup de masques. Et puis, il a été décidé d'en faire un tableau, bien sûr, à des fins médiatiques, pour communiquer. Alors, on l'a critiqué, on lui a dit, mais ce n'était pas pour ça, c'était pour protéger les populations. Il a dit, mais ça, c'est une image de ce qui se passe pendant la pandémie. It's a self-portrait of America. It spells love. Là, la polémique s'est arrêtée. Ce n'est pas la première fois qu'à New York, il se passe quelque chose autour du patchwork et de la mémoire. Dès le lendemain des attentats terroristes du 11 septembre, des patchworks ont été faits en hommage aux victimes et il y a eu un musée qui a été créé quelques années plus tard. Et dans le hall de ce musée, il y a un immense patchwork qui rappelle les attentats. Donc, la crise s'associe au patchwork. J'en viens maintenant au SIDA avec The Names AIDS Memorial Quilt. C'est une initiative qui date de 87. Ça a été fait d'abord à San Francisco et pour alerter les pouvoirs publics, le patchwork des noms a été transporté sur l'esplanade de Washington, the Washington Mall, pour montrer l'ampleur de l'épidémie. Alors, c'est du patchwork, c'est un peu limite parfois parce que vu qu'il y avait peu de temps, les pièces n'étaient pas cousues mais collées un peu grossièrement et ça s'appelle The Names Quilt puisque chaque quilt est une sorte de pierre tombale textile en hommage à la personne disparue. Il y a eu les 25 ans, l'anniversaire des 25 ans de ce phénomène. Je faisais partie de l'équipe bénévole et donc on déroulait les patchwork, les quilts tous les matins, on les roulait le soir et c'était une sorte de communion en plein air à l'américaine autour de ces toiles qu'on pouvait bien sûr commenter, toucher, les gens s'agenouillaient, prenaient des photos naturellement. Le patchwork des noms s'est invité à la Maison-Blanche. Vous voyez Obama qui avait réservé une salle qui était ouverte aux visiteurs pour saluer cette initiative. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous voyez bien que le patchwork est une forme mémorielle souple qui peut se déplacer par opposition à tous les monuments de Washington, tous les monuments qui sont en pierre ou qui sont en marbre, où les noms sont inscrits sur la pierre. Je vous signale que Gert McCullin, qui est donc la personne qui est responsable du Names Quilt, qui est la mémoire de ce quilt, s'est remise à coudre pendant la pandémie. Elle a maintenant 64 ans et elle a repris du service.
Et, petite anecdote, si on peut dire, elle a utilisé les chutes du quilt d'avant, du quilt du sida, pour fabriquer des masques. Tous les citoyens sont mis à l'honneur quand ils contribuent à quelque chose de civique. Et la fille d'une certaine Catherine Fugate, qui avait participé au Names Quilt, a décidé de faire un quilt pour les personnes décédées du Covid, puisqu'elle avait perdu une camarade de classe de 13 ans. Et donc, finalement, on peut dire que la relève est assurée de ce point de vue-là. Je vais terminer avec une initiative numérique lancée de l'Australie par ces deux femmes, Kate Just et Tor Fitzpatrick. Ce sont des craftivists. Alors, c'est une association de deux mots, craft and activism. Ce sont des femmes qui font de l'aiguille un outil militant. Et pendant le Covid, elles ont lancé ce qui s'appelait The Global COVID-19 Quilt Project, sur le même principe que le musée du Wisconsin. Mais là, on est dans quelque chose de beaucoup plus virulent, beaucoup plus militant, assez violent parfois. Je vais vous lire juste un bloc, mais ils sont tous passionnants. Moi, je les regardais en direct, en live, si on peut dire. Corona did not break the system. Corona exposed a broken system. Alors là, il y a du patchwork, mais il y a aussi beaucoup de broderie. Fear is the virus, vous voyez, et c'est ce sont en fait des pancartes politiques, d'une certaine façon. Ça n'existe qu'en ligne. Il n'y a pas eu d'exposition faite à partir de ces milliers de blocs. Je vous en montre un autre. Donc c'était sur Instagram. Et pour terminer, je voudrais peut-être insister sur ce nope, non, non, sûrement pas du tout, qui remplace the hope, qui est souvent un terme qu'on emploie, qu'on voit dans les broderies, dans les marquoirs, les abécédaires ou sur les patchwork. Alors, pour conclure, je voudrais dire que, ah oui, peut-être quand même signaler que Trump est rarement représenté dans les ouvrages textiles, alors que Obama était une icône du patchwork. Mais là, il y en a eu un quand même pour se moquer de ce qu'il avait dit sur l'eau de Javel, vous vous souvenez, hein? Donc, je voudrais quand même insister sur le fait que, même si c'est très violent, très engagé, c'était souvent assez amusant quand même. Pour conclure, je voudrais dire que j'ai été frappée par l'inventivité sans précédent du patchwork pendant la crise, qui montre le désir d'investir l'espace public, et ici l'espace public numérique, non plus pour asséner des vérités compassées, mais pour lutter, hein, à la fois pour témoigner d'une expérience ordinaire, de la singularité d'une présence, d'une existence, mais aussi de s'inscrire dans un mouvement collectif. Alors, je signale que ce projet a reçu un grand prix en Australie qui est destiné à récompenser un mouvement artistique engagé dans une cause sociale. Bien, pour finir, je voudrais quand même signaler cet autre projet en 3D, hein, qui a été fait à Atlanta, hein, à la fin de 2021. On commençait à avoir un peu d'espérance qu'on allait s'en sortir. Je voudrais terminer sur cette image et dire que par le biais de la recherche que j'ai menée, recherche exploratoire, il est apparu que le patchwork et ses avatars en temps de pandémie ont été particulièrement florissants. Et alors, je terminerai sur la mémoire. Il y a une mémoire de ces événements parce que dans la mesure où c'est par le biais numérique qu'on s'est échangé
les informations et quand s'est échangé aussi les contributions, tout est encore disponible. C'est-à-dire que quand j'ai commencé cette recherche, j'avais presque tout à disposition. Et par ailleurs, les expositions qui ont été faites des contributions, des patchwork, ont souvent fait l'objet de catalogues ou de publications. Donc, il y a une archive, il existe une archive du patchwork et de la pandémie aux États-Unis. Je vous remercie.